Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode du Café des Transidentités. Et aujourd'hui, on part à la rencontre de Marina. Bonjour Marina. Bonjour Maxence. Je te remercie de venir partager ton parcours, ton histoire avec nous. Et je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es et si tu le souhaites, nous raconter un peu ton parcours. Comme tu viens de dire, je suis Marina, j'ai 41 ans, j'ai fait mon parcours, je l'ai commencé à 38 ans. Aujourd'hui mon parcours est entièrement fini, mais oui, le parcours date d'il y a très longtemps, ça date au plus jeune âge, où j'avais voulu en discuter avec mes parents et malheureusement, vers 6-7 ans à l'époque, c'était très mal vu. J'ai eu une réaction très, très violente de mes parents qui a fait que j'ai compris que il fallait plus en reparler. Donc c'est quelque chose que j'ai gardé en moi, puis je suis parti jeune de chez mes parents pour diverses raisons, mais en même temps me disant que j'allais peut-être trouver quelqu'un pour m'aider. À l'époque où il n'y avait pas encore tout ce qui est association comme on connaît aujourd'hui. Et puis forcément je sortais beaucoup. J'ai eu l'occasion de rencontrer enfin une première femme trans, là où j'ai compris finalement que c'était ce que j'étais. Donc ce qui a été marrant, c'est que ça s'est fini en boîte. Et on a veillé jusqu'au petit matin à discuter énormément. Et elle-même m'a regardé, elle m'a dit écoute, tant que tu arriveras à le supporter, supporte-le, parce que le monde il n'est pas prêt de t'accepter. Donc les années sont passées, puis après j'ai eu mes enfants. Donc finalement ça m'a obligé de garder cette figure paternelle et me dire qu'il fallait que j'assume, que j'avais peut-être un problème, que c'était peut-être pas normal. Donc j'avais des périodes où ça me bouffait, des moments où j'arrivais un petit peu à passer outre, jusqu'au bout d'un moment où j'ai compris que j'arriverais pas à passer outre. À l'époque j'étais en train de préparer mon mariage. Pour moi, il était hors de question de ne pas en parler avant ce moment-là. Donc, je regarde ma future femme et je lui dis écoute, il faudra qu'un de ces quatre, on discute de certains sujets. Et je savais qu'en plus, le soir, passait une émission sur tout ce qui était LGBT. Et donc, il y avait une femme trans. Et là, je regarde ma femme, je lui dis qu'est-ce que tu en penses d'arriver à pouvoir comprendre ce mal-être profond? Et là, elle m'a coupé l'herbe sous les pieds en me disant mais ça, ce n'est que des homos refoulés. Et là, je dis bon, je pense qu'elle n'a pas l'ouverture d'esprit de comprendre quelque chose. Donc, je me suis tu. On s'est mariés. J'ai gardé ça en moi et dans les premières années, j'ai compris qu'il fallait que vraiment ça sorte. Et là, j'ai cherché de l'aide et j'ai eu la chance de tomber sur une amie qui s'appelle Laura, qui avait entamé sa transition déjà depuis un petit moment et qui est venue vraiment en aide auprès de moi en m'expliquant vraiment tout le parcours et d'une façon pas forcément très tendre, hein, mais j'en avais besoin. J'avais besoin que j'avais pas besoin qu'on me l'amène en douceur, j'avais besoin d'avoir conscience vraiment du parcours. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours. Donc là, effectivement, j'en ai parlé à ma femme. Donc elle m'a demandé comment ça allait se passer. Je lui ai dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, faut passer par la première étape, c'est de rencontrer la psychiatre. Au moins, même pour moi, ça sera un réconfort de me dire que j'ai aucune maladie mentale et qu'au contraire, je suis bien dans ma peau, parce que ça, c'est un petit peu le problème. Je trouve que la psychiatre est très mal vue et qu'au contraire, je trouve que avoir une véritable reconnaissance d'une psychiatre qui vous dit mais vous inquiétez pas, vous avez tout à fait normal, vous souffrez certes d'une dysphorie de genre, mais tout va bien. Ma femme m'a dit que si la psychiatre me validait, elle m'appuierait à 100%, ce qui a été le cas. Donc c'est là où après je pêche à attaquer tout ce qui est traitement hormonal. Je cache pas que pour moi, au niveau des opérations, je ne voyais pas spécialement d'opérations à faire. Par contre, c'est une qui me tenait à cœur. C'était la vaginoplastie. Pour moi, c'était vraiment, c'est là où j'en souffrais le plus. C'était le matin, tu te lèves, tu vas aux toilettes, tu vas prendre ta douche, tu dois te changer. C'était une souffrance sans fin. Et dans toute ma transition, c'est vraiment ça qui m'a fait le plus souffrir. Autant le traitement hormonal, je l'ai souvent dit, pour moi c'est Hiroshima parce qu'on a un dérèglement hormonal qui est très fort. C'est pas dans l'instant T quand on prend un traitement hormonal, c'est vraiment au fur et à mesure des mois, on est complètement déboussolé. Et je pense qu'il est important de toujours être entouré de personnes là-dessus. J'aurais pas eu ma femme, mes enfants, mes amis qui m'auraient soutenu. Je peux pas dire que j'aurais résisté comme j'ai résisté jusqu'à aujourd'hui à un parcours aussi difficile. Je sais que parfois, et encore aux dernières élections, on a entendu parler que soi-disant nous étions une lubie. J'arrive pas à pouvoir comprendre ce genre-là. Surtout que je pense qu'aujourd'hui, quand on sait expliquer aux gens avec son cœur, de la bienveillance,
Finalement, aujourd'hui, je trouve qu'on est très bien accepté. Moi-même, en plus, je suis dans le bâtiment, j'ai ma propre entreprise. Je suis en secteur bord de mer, donc je m'attendais à que ça soit compliqué. Et à ma grande surprise, on m'a accepté comme j'étais et ça n'a rien changé dans les relations professionnelles que j'avais. Je pense que là-dessus, j'ai eu un parcours qui a démarré tard, mais que j'ai pu faire assez rapidement aussi, parce que j'ai essayé à suivre, certes, le protocole, comme nous le demande finalement la sécurité sociale, parce que malheureusement, on pourra faire ce qu'on veut, mais si on ne suit pas ce protocole-là, on se prend des arbres sur la route, quoi, carrément, c'est des murs. Donc, tandis que quand on le suit, un parcours peut se faire quand même assez rapidement, quoi. Après, il faut le supporter psychologiquement. Et ça, c'est pas donné à tout le monde en fonction de la souffrance intérieure de chaque personne. On peut faire un parcours rapide, ça sert à rien de se précipiter dans tous les cas au niveau de sa transition, même si on est pressé, hein, on le sait, hein, on est passé par là, on était aussi pressé. Moi d'ailleurs, la mastectomie, j'étais peut-être un peu trop pressé parce que visiblement je me suis un peu trompé, quoi, et effectivement. Donc ouais, je pense que c'est important de bien se renseigner sur ces chirurgiens et tout. Et peut-être aussi d'être sûr d'en avoir besoin de toutes les opérations. C'est ça, il n'y a rien d'obligatoire en fait. Honnêtement, j'avais préparé, certes, comme je l'ai dit, c'était ma vagino que j'ai préparée en première. Je n'aurais rien fait d'autre tant que ma vagino n'était pas faite. Après, j'avais prévu de faire une FFS, donc une féminisation du visage, que finalement j'ai annulé parce que j'estimais que autant de souffrance pour si peu des détails que ça allait m'apporter, ça en valait pas la peine. Alors, au départ, j'avais pas prévu de faire d'augmentation mammaire puisque le traitement hormonal avait très très bien fonctionné. Simplement, après ma vagino, j'ai perdu quasiment ma poitrine, ce qui au départ était un peu incompréhensible. Et grâce à mon endocrinologue, on a pu essayer à comprendre ce qui s'était réellement passé. Donc j'étais sous androcure. Donc il faut savoir que l'androcure, aujourd'hui, même si c'est un médicament qui est très controversé sur pas mal de choses, je pense que l'androcure doit rester un traitement, un bloqueur de testostérone pour préparer une vagino et pas pour prendre sur de longues années. Par contre, il a comme effet d'augmenter énormément la prolactine. Et c'est vrai que j'avais une prolactine très haute. Donc forcément, j'avais une glande mammaire très développée. Et du fait d'avoir fait la vagino, derrière, on arrête le bloqueur de testo. Et donc forcément, j'ai la prolactine qui est descendue et j'ai perdu ma jolie petite poitrine que j'avais. Alors du coup, voilà. Là, après, j'ai pris rendez-vous et j'ai fait une augmentation mammaire que au départ, j'étais parti que sur une seule opération. C'est pour ça que je dis beaucoup, que ce soit aux filles ou aux garçons que je suis à l'association, faites ce que vous avez besoin. On le rappellera jamais assez qu'il n'y a rien d'obligatoire. Du coup, tu nous parlais d'une association. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais dans cette association ? Alors, sur l'association, justement, cette amie qui m'a énormément aidé dans mon parcours, qui s'appelle Laura, qui m'aurait d'un jour, elle me dit, écoute, je veux faire quelque chose justement pour venir en aide aux personnes trans, et je voudrais absolument si je fais quelque chose, je veux le faire avec toi. Donc, elle est rentrée en contact avec l'association Arabe Ruby sur Nîmes, qui avait déjà un pôle LGBT, mais le problème du pôle LGBT, souvent, comme on le dit, c'est que ce n'est pas la même vision sur la partie du LGB où on est plus sur une connotation sexuelle. Le T, c'est une identité de genre et c'est pas du tout les mêmes parcours, les mêmes suivis. Donc je pense que l'association Rap Ruby avait vraiment besoin de créer un vrai pôle trans parce qu'ils en avaient la demande. Laura est arrivée avec ses idées, elle les a rencontrées quelques fois. Après je les ai rencontrées et là on a mis en place l'association. Donc le but de l'association, c'est vraiment de venir en aide aussi bien sur un point de vue administratif que médical. On tient une permanence tous les mercredis après-midi, souvent en table ronde, ce qui permet aux gens finalement de se retrouver dans un milieu où ils savent qu'ils ne seront nullement jugés, comme je les reçois en privé, pour vraiment les aider à avancer dans tout leur parcours. En plus de ça, je fais beaucoup d'accompagnement, que ce soit chez les médecins, chez les mairies, ou dès qu'il y a des petits problèmes, où on va dire qu'il y a un peu de malveillance. Alors encore, malveillance serait un mauvais mot, c'est surtout la non-connaissance du sujet. Donc chaque fois que je suis intervenu, finalement, quand on vient avec de la bienveillance et qu'on essaie d'expliquer le sujet, il n'y avait plus de problème derrière. Tout s'est réglé. Il y a eu des cas qui étaient très drôles, hein, des mairies qui disaient que pour le changement de prénom, il fallait passer par le tribunal. Non, je vous explique. Plus maintenant. Mais si tu savais, j'ai déjà eu, rien que cette année, 3-4 mairies dans notre secteur. Parce qu'au départ, quand même, le but de cette association, c'était on n'essayait pas à venir manger sur les autres associations. Nous, on voulait vraiment que ça soit que sur la partie du Gard ou les petits villages limitrophes du Gard. Mais finalement, on se retrouve aujourd'hui où
on a des gens de Montpellier qui viennent, de Valence qui viennent. J'ai des gens de Marseille qui commencent à venir me voir. Aujourd'hui, je m'occupe à peu près d'une centaine de personnes. Ouais, ça me demande un travail qui est énorme, mais c'est une trop belle récompense de voir les sourires que je vois derrière et de voir enfin les gens heureux sortir de cette souffrance. Parfois, je te cache pas que c'est fatigant. Parce que j'ai aussi mon entreprise, j'ai une famille avec 4 enfants, donc c'est des semaines non-stop. Bien chargé. Oui, très très bien chargé. Là où je remercierai jamais assez, c'est vraiment l'association Arabe Ruby, parce que nous on a créé le pôle trans qui s'appelle Trans Ruby Gare, mais l'association Arabe Ruby m'a rapidement donné carte blanche. Et ça, avoir une association qui vient et qui te suit derrière, c'est génial parce que je ne pourrais pas faire ça toute seule si derrière, ben voilà, quand il y a des besoins de fonds, quand il y a besoin d'accompagner des personnes, parce qu'on a des personnes parfois qui n'ont pas forcément des revenus financiers qui permettent d'aller voir des chirurgiens. Souvent, ben, je monte à Lyon déjà ben, pour préparer des vaginoplasties ou pour des personnes qui ont besoin de préparer une phalloplastie. Après, je travaille aussi avec des chirurgiens de Montpellier, de Nîmes, parce qu'on a essayé de créer une équipe pluridisciplinaire justement là où pour la mise en place de parcours, puisque un début de parcours passe par des psychiatres et puis endocrinologues. Aujourd'hui, voilà, nous avons des psychiatres, des endocrinologues. Il en manquera encore un peu parce que vu le nombre que ça commence à être, les psychiatres sont bien gentils, mais ils font pas que la transidentité. Si tu veux passer un appel en même temps, profites-en. Ouais, s'il y a des psychiatres qui veulent bien se former dans la transidentité, ça serait super parce que malheureusement, je vois beaucoup d'associations et là, je risque de me faire allumer en disant un petit peu ça. Je pense que c'est une mauvaise idée de vouloir sortir de la dépsychiatrisation de la façon que tout le monde le voit. La psychiatre, pour moi, c'est quelque chose d'important. Il y a une reconnaissance, mais derrière, c'est un garde-fou, sachant le parcours qu'on a, la violence du traitement hormonal qu'on ressent au fond de nous, ça reste un garde-fou. Et je trouve que voilà, beaucoup de gens veulent s'en débarrasser de tout ce côté psychiatre, que je trouve qu'au contraire, le vrai problème, c'est il en manque. Et on devrait se battre pour justement que les psychiatres se forment pour ça. Parce que le vrai problème qu'on a avec le côté psychiatre, oui, on manque de psychiatres. Je comprends que beaucoup de personnes veulent sortir de ça parce que c'est dur de trouver un psychiatre. Mais je pense que le vrai combat, c'est de former des psychiatres. Même sans parler du manque de psychiatres, c'est peut-être la manière d'accompagner qui est peut-être à revoir pour certains. Mais justement, si on forme de nouveaux psychiatres, ils seront entre guillemets bons dans le domaine et il y aura justement plus de problèmes. Pour être honnête, j'en ai pas vu beaucoup tout au long de ma transition, mais ça m'a manqué. Je vais pas mentir, hein. Et surtout quand je suis arrivé à la phalloplastie, dans des complications. Je pensais plus à un psychologue, mais d'aller voir quelqu'un, je l'ai pas fait parce que j'ai une relation justement qui est compliquée avec les psys et le seul en qui j'ai une grande confiance, il habitait plus dans mon secteur. J'aurais aimé pouvoir faire confiance à quelqu'un et me dire je vais aller voir un psy qui va m'écouter. Et pourtant je suis pas un bon exemple. Il y a même un problème parce qu'il y a des gros organismes qui sont officiels pour la transidentité sans vouloir les citer, où j'ai beaucoup de retours, où les gens me disent mais je vois mon psychiatre tous les 3 mois. Voire tous les 6 mois, certains me disent. Quand je sais que des gens sont en début de parcours et voient que leur psychiatre qu'une fois tous les 3 mois, je me dis, il y a un souci. On comprend qu'on demande 2 ans de suivi psychiatrique finalement. Si c'est un rendez-vous tous les 3 ou 6 mois, tous les 6 mois, ça fait 4 rendez-vous en 2 ans. Donc effectivement, pas sûr que ce soit très efficace. Non, c'est pour ça que je pense que vraiment, il y a une formation là-dessus à faire et qu'il y a vraiment des choses bien à avancer. Je pense que voilà, si on veut vraiment aider dans cette cause, je pense que oui... c'est un très bon point qu'il faudrait voir différemment. Vraiment, en se disant, voilà, il y a des besoins. Est-ce que ça vaut le coup de lutter contre ça parce que c'est mal géré? Ou est-ce qu'il faut se dire, il faut trouver les solutions pour maintenant le gérer correctement? Est-ce que tu te souviens, toi, du moment où tu as pris conscience de ta transidentité? Dès le plus jeune âge. Utiliser le terme transidentité, je l'ai compris bien plus tard. Par contre, que je me sentais fille et pas garçon, ça je l'ai compris toute jeune. Et comme je le disais tout à l'heure, j'en ai parlé, je vais avoir 6-7 ans mes parents. Ça s'est pas bien passé du tout. La pilule n'est pas passée. Donc je l'ai ressenti dès le plus jeune âge. Parce que ça faisait un moment avant que j'en parlais à mes parents que tu vois, ça. J'avais mon grand frère, j'avais ma grande sœur en plus, donc j'avais les deux. Et à cet âge-là, j'étais sans arrêt avec ma soeur, quoi. Même je dormais dans la même chambre que ma soeur. Et puis je pense que c'est ça aussi qui a fait que mes parents, au bout d'un moment, m'ont basculé de chambre et m'ont mis dans la même chambre que mon grand frère. Je pense que ça y a joué
Surtout que vers 7 ans, j'ai subi une opération voilà, au niveau de mon pénis. Et c'est quand j'ai rencontré Jean-Étienne Terrier qu'on a mis en place un peu cette opération de vaginoplastie. Je lui ai dit que voilà, petite, j'avais subi une grosse opération. Et c'est là, bon, forcément, en tant que chirurgien, il m'a demandé de me renseigner. Et donc, effectivement, j'ai eu des retours où, effectivement, je suis né avec une grosse hypostasias. Donc, c'est considéré comme personne intersexe. Je faisais, comme on dit, pipi par tout en bas de la verge. Donc, je l'ai appris, tu vois, dans ma transition. Et alors, mes parents font un déni complet. C'est ça qui est fou, parce que voilà... Quand j'en ai parlé à ma mère, parce que ma mère se souvient du moindre bobo qu'on a eu dans notre vie. Je me suis fait hospitaliser, à l'époque je suis resté quand même une semaine à l'hôpital, j'étais en fauteuil roulant pendant une semaine, après j'ai subi pendant 3 semaines des soins infirmières tous les jours à la maison, qui n'étaient pas agréables, et ça ma maman s'en souvient pas. Et là j'en ai discuté avec des psychologues et avec ma psychiatre, et même mon médecin traitant m'ont dit mais je cherche pas, tes parents ont fait ce qu'on appelle un déni, puisque tu as ton compte rendu médical, c'est marrant. Et puis en plus, ce qui était marrant, c'est quand j'en ai parlé à ma maman, elle qui se souvenait de tout, elle me dit, mais de toute façon, tout est marqué sur ton carnet de santé. Je l'ai rappelé 3 semaines après, elle ne savait toujours pas, mais elle me redisait, tout est marqué sur ton carnet de santé. Je sais pas si t'as déjà regardé ton carnet de santé, c'est illisible. Et ben si, ça par contre, c'était lisible, c'était écrit en gros sur mon carnet de santé. Et c'est où j'ai fait les recherches, j'ai contacté l'hôpital de Saint-Éloi, donc ils m'ont envoyé le compte rendu médical, et donc c'était stipulé enfant intersexe. Dans certains domaines médicaux, ils sont à la demande aujourd'hui de formation. Et ça, je trouve ça génial. Mais parfois, tu rencontres dans le corps médical des gens qui n'ont pas envie. C'est même à se demander finalement ce qu'ils font dans le milieu médical. Quand tu viens pour une transition, c'est le seul endroit, je crois, que tu as envie de bienveillance. Et le seul endroit où il devrait naturellement, enfin partout, mais avoir vraiment de la bienveillance, c'est quand même le médical. On s'imagine toujours que quand on choisit une vocation telle que le médical, en plus des métiers comme infirmier, infirmière, etc., qui sont pas franchement bien payés, qui demandent de l'investissement énorme. Moi j'ai du mal à comprendre qu'on n'ait pas des gens qui aiment l'humain, tout simplement. C'est une vraie question que je me pose, ayant moi-même travaillé dans le médical, c'est réellement une question que je me pose, quoi. Pourquoi partir dans le soin si on n'est pas prêt à soigner tout le monde et on n'a pas à cœur de respecter tout le monde? Ce qui est marrant et qui, dans mon parcours que j'ai eu aussi bien personnel qu'associatif, moi dans mon personnel, je n'ai jamais été mégendré dans les hôpitaux, chez les docteurs, peut-être parce que j'ai eu l'avantage d'avoir un passing qui passait directement bien. Je n'ai jamais vécu d'acte de transphobie et pourtant je passe mon temps à reprendre de partout. Mais pour les autres, j'ai remarqué par mon parcours et par quasiment un an et demi d'association que j'accompagne, c'est quand les gens s'assument à 100% et que le prénom est changé, qu'est-ce que ça facilite les choses. Moi j'ai le cas personnel à l'hôpital où on me dit « Madame, vous avez un problème sur votre carte de sécurité sociale. Madame, vous avez un 1. » Et alors là je rigole. Donc il peut y avoir aussi des scènes cocasses qui sont tout aussi marrantes, quoi. Donc, parce qu'il y a des moments magiques dans la transition. Justement, tu aurais des souvenirs ou des réactions marquantes, des anecdotes à nous raconter sur ton parcours de transition? Oui, alors là, tu vois, c'est quand je suis allé à l'hôpital à Mermoz pour me faire la vaginoplastie. Donc j'avais ma femme qui m'avait accompagné. Et donc on avait pris une chambre duo justement. Et ça, je le conseille à toute personne qui fait une opération d'être accompagné, parce que c'est des opérations qui sont lourdes mais qui sont aussi fortes psychologiquement, et avoir quelqu'un qui nous soutient, je le dis, c'est important. Et là il y a les infirmières qui arrivent pour les premiers soins, pour la préparation de l'opération du lendemain, et qui demandent finalement qui est Marina. Et là je pointe ma femme, et là je vois l'infirmière qui va vers ma femme, et là je rigole comme pas possible, puisque Marina c'est moi, on vient pour moi. Donc oui, c'est une scène cocasse comme celle-là, j'ai bien rigolé, puis on y a joué tout le premier soir. Ça faisait un petit peu râler ma femme, mais bon, ça c'était autre chose. Selon toi, quels sont les domaines où il est important d'agir en priorité pour améliorer le quotidien des personnes transgenres? Alors le côté administratif, je trouve qu'aujourd'hui a très très bien avancé. Un changement de prénom, aujourd'hui c'est très vite fait en mairie, le dossier est léger. Aujourd'hui un dossier tribunal,
Ça prend un peu de temps, mais c'est quand même très correct. Là où je pense qu'il y a un véritable progrès à faire, oui, c'est dans le médical. Je remercie certains chirurgiens d'aujourd'hui de me faire confiance par l'équipe pluridisciplinaire que j'apporte, parce que eux-mêmes ont des délais avec leur propre psychiatre qui alors on est quasiment parfois jusqu'à 1 an de délai selon certains chirurgiens. Quand c'est des personnes qui sont en plus suivies par l'association, qui sont suivies par ces psychiatres, finalement certaines démarches peuvent aller beaucoup plus vite. Mais aujourd'hui, nous on a 2 psychiatres qui sont quand même super bien chargés actuellement. On arrive à avoir encore des délais respectables, mais rien que pour notre secteur à nous, il nous en faudrait au moins 2-3 de plus. Endocrinologue, jusqu'à présent, on en avait 2. Là, on commence à avoir des délais qui commencent à être un peu longs, surtout pour les premiers rendez-vous. Là, on fait rentrer une 3e endocrinologue. Des orthophonistes aussi, on en manque, spécialisés dans la rééducation vocale. Donc, un peu dans tout le domaine médical, je pense qu'il y a des formations à faire. Je pense que beaucoup de chirurgiens aujourd'hui ou de docteurs veulent se former. Par contre, est-ce qu'on leur propose aujourd'hui les formations pour pouvoir le faire? Je pense que là, il y a un problème. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie remise en question en disant il faut former des spécialistes dans ce domaine-là. Est-ce que tu as d'autres projets, des actualités de l'association peut-être dont tu voudrais parler? Alors en actualité, au niveau de l'association, bon déjà on va aller à la marche de la fierté là, le 9 juillet à Nîmes, qui va être une première. On va voir comment ça se passe parce que bon, c'est une toute première, c'est toujours un peu bizarre. En plus, c'est un test. Je crois que je le vois comme un test puisque c'est une association qui s'est créée justement pour organiser la marche de la fierté. Non, aujourd'hui, je suis vraiment aujourd'hui dans le combat de trouver encore plus de professionnels pour venir en aide à toutes ces personnes que je suis. Ouais, ça, c'est ce que j'aimerais. S'il y a des professionnels dans mon secteur qui ont vraiment envie, qui me contactent et qu'on essaie à travailler ensemble et que au moins qu'on puisse, plus j'aurai de personnes avec qui je pourrai travailler, plus derrière ça sera aussi facile pour moi, parce que pour le moment je cours encore après beaucoup de professionnels de santé, hein. Pourtant dans une transition j'ai tout le monde, mais j'en ai pas assez, c'est ça mon problème, c'est que... Donc le message, contactez Marina si vous êtes dans son secteur et que vous avez envie de vous occuper de personnes transgenres, de faire avancer les choses. On mettra un lien d'ailleurs vers le site de votre association. Tout à fait. Très bien. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs messages que tu voudrais passer directement aux personnes trans? Oui, j'en ai un. Aimez-vous, assumez-vous. Et après, si tu avais un message à passer au monde entier au sujet de la transidentité, ce serait lequel? Ouvrez votre cœur avec de la bienveillance. Je ne peux pas te dire mieux, moi je fais tout avec le cœur et la bienveillance, et ça, pour le moment ça a toujours payé. Je suis sûr que c'est comme ça que les choses peuvent changer. Faites l'amour et pas la guerre. Tout à fait. Et du coup, pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, à toi personnellement? Ça c'est une bonne question. De continuer à être heureuse comme je suis. C'est ce qu'on te souhaite alors. Oui. J'y compte bien. Merci à toi Marina pour cet échange, pour tes confidences. On te souhaite du coup de belles choses, que tout ça continue. Et en attendant, prenez soin de vous. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une belle nuit. Et on vous dit à très très vite.